Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été célébrés à travers le monde hier lundi. Chaque État essaye de prendre et de faire sa part, c'est-à-dire protéger ses citoyens. Il y a autant de mauvaises que de bonnes fortunes. Quelle avancée, quel défi à relever en Côte d'Ivoire en allant sur le terrain? C'est le sujet du jour et nous avons décidé d'appeler sur ce plateau M. Dassassan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la Fédération ivoirienne des sourds aveugles, FIASA. C'est ça. Ensuite, monsieur René Okou-Légré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi appelé M. Amon Kwaku Dongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Directeur exécutif du mouvement ivoirien des droits humains, MIDH. Et ensuite, Mme Chantal Aïmou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous aider à comprendre de ce sujet très complexe. Avant nos échanges, revenons sur certaines généralités qui ont leur importance, justement, avec Frédéric Oulaye et Sita Soro, et à travers cela, nous allons mieux comprendre et échanger. Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, stipule l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée le 10 décembre 1948. 70 ans après, quel constat? Nous avons pour la plupart dans nos États des ministères qui sont dédiés à la justice et aux droits de l'homme. Nous avons des commissions nationales des droits de l'homme, nous avons plusieurs institutions qui travaillent dans ce sens. Donc sur ce plan-là, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, le bémol qui peut paraître un peu négatif, c'est que certaines violations continuent d'être constatées. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème d'atteinte à la vie. Nous avons également la question de la santé qui est primordiale. Nous avons plusieurs problèmes encore qui demeurent, qui sont des chantiers qui doivent être poursuivis. Des textes et des institutions pour défendre les droits des minorités. Malgré ces efforts, les guerres, la famine, pour ne citer que ces fléaux, constituent des facteurs de mise en veilleuse de la liberté fondamentale des droits des humains. Quand nous voyons les différentes statistiques des personnes qui décèdent, notamment lors des couches, quand nous voyons que jusqu'à aujourd'hui en Afrique, nous décédons du paludisme, c'est quelque chose de grave. Pourtant, le traitement, on le dirait qu'on pourrait l'éviter simplement par des mesures de salubrité. Donc, au-delà des droits de l'homme, dans la dynamique des droits de l'homme, il y a également une question d'éducation et de sensibilisation. La société de demain, c'est une société bien éduquée, bien formée. Lorsque nous formons, lorsque nous éduquons, nous avons des citoyens vraiment honorables, nous avons des citoyens modèles. Aussi, l'un des freins à la mise en œuvre d'une bonne application est l'ignorance des droits qui sont les leurs par bon nombre de citoyens. Connaître mes droits en tant que tel, bon, c'est au niveau de la télé, les émissions qui passent, c'est ce qui fait que bon, de temps en temps on arrive à connaître les droits. On connaît nos droits tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation. De ce fait, ceux-ci voient leurs droits bafoués, allant d'une simple violation à des faits plus poussés et plus graves. Tu peux travailler, c'est des gens, on ne te paye pas. Tu peux pas te plaindre, tu ne peux rien dire. Et puis ça va nulle part. Si la personne a de l'argent, il a de bonnes relations, tu ne peux rien faire. Même si tu vas te plaindre, ça va se remercier sur toi-même. En Côte d'Ivoire, on exploite beaucoup les domestiques de maison. Parce que quand on te prend, on va te laisser, on ne te donne aucun droit. De la manière tu es rentré avec ton sachet bleu là, c'est comme ça que tu vas sortir avec ton sachet bleu. En Côte d'Ivoire, les crises à répétition ont également mis en mal ces dernières années la situation des droits de l'homme. Néanmoins, des avancées notables ont été enregistrées au plan juridique. La Côte d'Ivoire, à travers sa loi fondamentale, la Constitution du 8 novembre 2016, reconnaît tous les instruments pertinents des droits de l'homme, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi les instruments africains tels que l'acte constitutif de l'Union africaine et tous les autres instruments pertinents, les différents pactes en matière de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire marque son attachement
dans ce test fondamental-là. Nous avons plusieurs ONG qui travaillent nuit et jour pour la promotion et pour la protection des droits de l'homme. Cependant, des propositions sont faites pour que la Côte d'Ivoire figure au rang des pays dont les droits humains sont respectés. Nous ne devons pas nous satisfaire parce que la question de la sécurité est d'actualité, la question de la santé est d'actualité, la question de l'éducation est d'actualité, la question de la faim est d'actualité. Et il faut poursuivre ces efforts-là de façon concertée pour que nous soyons dans une société respectueuse des droits de l'homme, une société où il fait bon vivre. Ce sont 30 articles contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des articles qui, même avec le temps, gardent toujours leur actualité et leur importance. Alors, je commence par vous, M. Okou-Légré. Est-ce que droits de l'homme, aujourd'hui, surtout les personnes que vous avez écoutées tout à l'heure, qui ont dit beaucoup de choses pêle-mêle, vous pensez aujourd'hui que nous comprenons de la même façon lorsqu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme? A-t-on la même définition? Il est clair que les droits de l'homme ne sont pas suffisamment connus. Ils ne sont pas connus, je dirais, d'une grande partie de la population, et il importe de donner une définition qui puisse mettre tout le monde au même niveau de compréhension. C'est un concept qui est, je dirais, philosophique, c'est un concept qui est juridique, c'est un concept qui est politique, et selon lequel tout être humain a des droits qui sont universels, des droits qui sont inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur et quels que soient les facteurs locaux, comme l'ethnie, comme la religion, comme la race, etc. Et donc, on a tôt fait de confondre droit en général et droits de l'homme. Justement, c'est cela le fond de ma question. Est-ce que même en écoutant ces personnes tout à l'heure, vous avez eu l'impression qu'on possède vraiment la chose? Oui, mais je pense que le glissement se fait facilement. Parce que quand on parle de droits de l'homme, ici, on ressort la responsabilité de l'État et de groupes organisés. Et tout simplement pour dire que quand l'État se soustrait à ses obligations, quand l'État omet d'agir dans le sens je dirais, du respect de la dignité des personnes, dans ce sens-là, on parle de violation des droits de l'homme. Et donc, l'interlocuteur ici, c'est l'État. Mais quand un individu, je dirais, enfreint à la loi, a priori, on ne parle pas de violation des droits de l'homme. Mais quand l'État, dans ses obligations, ne crée pas les conditions du respect du droit de l'individu, en ce moment, on parle de violation des droits de l'homme. Donc, quand on a cette compréhension, je dirais, simple des droits de l'homme, je pense que la discussion peut se faire sur des bases, je dirais, plutôt tranquilles, quoi. Quand vous dites omission, quand l'État omet, oui, c'est on ne l'a pas fait ou bien on l'a omis? Omission, c'est une terminologie qu'on utilise. L'État a des obligations et l'État a l'obligation de respecter les droits de l'homme, de protéger les droits de l'homme, de mettre en œuvre les droits de l'homme. Et donc, quand l'État, à travers les instruments qui définissent, c'est-à-dire à travers des dispositions, définissent les actions qui doivent être celles de l'État et que l'État ne le fait pas, on considère que c'est une omission. Quand l'État agit dans le sens du non-respect de ses obligations, il s'agit d'un acte qui est posé, mais qui est contraire donc, à un certain nombre d'engagements. Par exemple, une loi qui est prise et qui n'est pas respectée, un agent de l'État qui, par exemple, qui enfreint à la loi, alors que l'État lui assure gîte et couvert, et que c'est l'argent du contribuable qui, je dirais, qui aide à le prendre en charge, on estime qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme. Donc là, il s'agit d'une action, mais quand vous n'agissez pas dans le sens de ce que vous avez comme obligation vis-à-vis des populations,
on considère que c'est une omission. Bon, c'est peut-être une terminologie pour faire un peu chic, voilà, mais toujours est-il que quand vous ne faites pas ce qui est de votre obligation, nous considérons que c'est une violation des droits de l'homme, que ce soit une action, que ce soit une omission. Alors, Monsieur Dassensa, est-ce que c'est aussi votre compréhension? En fait, ma compréhension des droits de l'homme est tout à fait simple, parce que déjà l'homme, étant donné qu'il appartient à l'espèce humaine, de facto a des droits inhérents, c'est-à-dire que des droits nécessaires, n'est-ce pas, en tant que personne vivant dans l'espace humain, et puis non seulement humain lui-même, à sa personne inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut séparer ces droits-là de la personne, c'est-à-dire de l'être humain. Donc du coup, et même de facto, chacun d'entre nous a un droit, quel que soit le lieu, hein, tel que soit, je dirais, le pays, les lois en vigueur, ça s'impose. Voilà ma compréhension, donc... Mais est-ce que vous, aujourd'hui, M. Dassensa, président de la Fédération ivoirienne des sourds aveugles, est-ce que, parce que vous êtes non-voyant, est-ce que vous dites nous sommes davantage marginalisés ou bien on doit mettre la loupe sur nous, nos droits par rapport aux autres? Je crois que les droits de l'homme sont les bienvenus depuis les 70 ans. Parce que vous allez voir qu'il y aura des lois spécifiques qui vont s'en découler, n'est-ce pas, par rapport à notre spécificité en tant que personnes en situation de handicap. Et je crois qu'au cours de cette émission, nous allons en parler. Il est évident qu'en parlant de droits de l'homme, par rapport, je dirais par exemple, aux politiques d'inclusion, il y a un plus qui vient, des lois spécifiques qui viennent nous aider. Voilà, et nous allons en parler au cours de l'émission. Vous pensez qu'il y a un déficit à ce niveau-là? Nous y sommes, on n'en parlera pas plus tard, c'est maintenant qu'on en parle. Absolument, il y a un déficit. Il y a un déficit. C'est-à-dire qu'il y a un déficit, pas un déficit en tant que tel, mais c'est-à-dire que c'est un complément, c'est des droits complémentaires par rapport à notre spécificité. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez très bien que par rapport aux droits de l'homme, et que ce soit même nos constitutions dans tous les États, vous allez voir que c'est inscrit dans les articles, par exemple, que l'enfant a droit à l'éducation. Mais un enfant, je dirais par exemple, valide, a droit à l'éducation, mais qu'en est-il par exemple de l'enfant en situation de handicap? Il faut certaines mesures d'accompagnement, d'où des lois spécifiques. Et souvent vous le dites, mais est-ce que vous êtes écouté? Bon, je n'ai pas envie de dire vraiment pas écouté. Est-ce que vous sentez qu'on a envie de répondre favorablement à ce que vous demandez? Oui, je crois que au plan des écritures, il y a quelque chose qui existe. Quand vous prenez par exemple la Constitution ivoirienne, vous allez vous rendre compte qu'à l'article 32-33, quelque chose est écrit. Nous avons par exemple ici en Côte d'Ivoire en matière de spécificité, en matière de droit, comme on appelle la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, c'est-à-dire la loi... comme on appelle, nous avons aussi au plan international la Convention des droits des personnes handicapées, la Convention 61-106 des Nations Unies. Donc ce sont autant de droits spécifiques qui viennent en complément pour nous aider dans toutes les thématiques qui concernent les personnes en situation de handicap. Très bien. Monsieur Amodongo, de décembre 1948 à maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a de grands changements? Ces textes qu'on connaît déjà, est-ce que ces textes n'ont pas suffisamment de rides aujourd'hui pour être changés? Merci beaucoup, M. Vous voulez trouver d'actualité encore? Oui, bien sûr. Les textes qui ont été adoptés depuis 1948 sont des textes d'actualité. Je pense que souvent, le citoyen a tendance à trop demander et souvent à penser que... J'ai dit, c'est son droit. Oui, c'est son droit et souvent même à penser ou à estimer que rien n'est fait. Il n'est pas souvent rare de voir des compatriotes dire est-ce qu'il y a droit de l'homme dans notre pays? Oui, bien sûr, il y a droit de l'homme dans notre pays. On peut même faire le raisonnement inverse. Si la Déclaration universelle n'avait pas existé, que deviendrait ou que serait notre monde aujourd'hui? La Déclaration universelle a accouché de beaucoup de pactes, beaucoup de traités qui sont ratifiés par les différents États et qui ont permis quand même d'ajuster
ou de rationaliser les relations entre l'État et les particuliers. Parce qu'il faut bien comprendre que les droits de l'homme, c'est fondamentalement régir les relations, les rapports entre les individus et l'État. L'État au sens moderne du terme. Mais historiquement, et aujourd'hui, quand vous faites un rapprochement, vous pensez véritablement que les choses ne sont pas à changer, ou bien c'est l'application de ces textes-là qui est difficile? Non, On a l'impression que les textes ne sont pas adaptés. Non? Oui, on peut le dire ainsi, mais il faut noter que, par exemple, la Déclaration universelle comprend beaucoup plus d'objectifs à atteindre. Donc, globalement, dans le préambule, on parle d'idéal. Idéal commun à atteindre. Donc, je peux dire la situation idéale qui est décrite, et on fait des mouvements, chaque État fait des efforts en fonction surtout des revendications sociales qui sont exprimées, fait des efforts pour tendre à réaliser ces droits. Donc, pour dire, du chemin a été parcouru, mais il en reste encore du chemin à parcourir, notamment dans nos pays les plus faibles. Parce qu'il y a une bonne dimension des droits de l'homme qui demande des ressources économiques importantes pour pouvoir être réalisées. Et ce type de droits, on les appelle les droits concrets, parce que ça demande un certain nombre de mesures concrètes qui ont forcément un coût financier, et ce n'est pas toujours évident. Et à l'opposé, il y a d'autres droits qui n'ont pas forcément besoin d'investissement en termes de financement, mais qui nécessitent la prise d'un certain nombre de mesures en termes de loi ou de mesures réglementaires pour régir les rapports. Et donc, ceux-là, ces droits, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent, mais on peut toujours les mettre en œuvre. Et c'est là que souvent, avec les États, on a des points de vue divergents, je veux dire, les organisations de défense des droits de l'homme par rapport à l'État, parce qu'on estime qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, certaines mesures concrètes, comme vous avez appelé, ne sont pas prises? Tout n'est pas qu'économique. Effectivement, quand on regarde la dimension civile et politique, c'est-à-dire que les droits reconnus aux individus de participer aux affaires de l'État, de se faire élire ou de manifester pacifiquement leur liberté, on se rend compte que ici, c'est cette prétention ou ce désir généralement de ceux qui gouvernent de dominer, je pense que ça doit être un instinct naturel chez tous les dirigeants, de vouloir dominer, perpétuer vraiment leur pouvoir. Donc c'est ce désir d'avoir tout le pouvoir pour nous qui fait que ces libertés sont piétinées. Concrètement, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a expérimenté un certain nombre de choses. Des gens étaient dans l'opposition, ils avaient un discours. Ils passent au pouvoir, le discours change. Et donc, dans l'opposition, vous allez voir que le discours tourne autour des droits de l'homme. Le discours tourne autour des interpellations des organisations de société civile qui, selon l'opposition, ne fait pas assez. Mais dès qu'on change de camp, qu'on a le pouvoir, vous allez voir qu'on entendra de moins en moins prononcer le mot droit de l'homme dans le discours. Et par moments même, le mot droit de l'homme disparaît complètement dans le discours politique. Donc voilà un peu ce que nous décrivons. Et or, le discours devrait être continu pour qu'on puisse avoir des changements structurels qui puissent permettre d'avancer dans la lutte pour les libertés. Madame Ayemou, aujourd'hui, vous regardez les textes mal exploités ou sous-exploités ou dépassés? Non, parce que tout de suite, quand vous avez pris la parole, vous avez parlé de la situation de la femme. Oui. Les tests ne sont pas dépassés. Les tests ne sont pas dépassés parce que, pour nous, peut-être que c'est la mise en œuvre qui n'est pas suffisamment faite. La Déclaration universelle des droits de l'homme a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre et ça a permis de pacifier, en tout cas, les relations entre les différents pays. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme met au centre des actions, des relations des pays, la question de la dignité de l'être humain. Donc pour nous, ce texte ne peut pas être dépassé. Peut-être qu'on peut l'améliorer, l'adapter au contexte actuel, mais on ne peut pas dire que ce texte est dépassé. Il est actualisé donc? Bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez écouté certaines personnes qui disaient on meurt encore du paludisme, on a un problème d'éducation et vraiment des choses simples pourtant. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons tous. C'est vrai qu'au niveau de notre pays, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais les nombreuses crises que notre pays a traversées
ont forcément eu un impact sur, on va dire, tous les systèmes, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité et bien d'autres domaines. Quand nous prenons le secteur de l'éducation, par exemple, selon le rapport du ministère de l'Enseignement, le rapport 2017, il y a environ 4% d'enfants qui avaient l'âge normalement d'aller à l'école, qui se sont vus, on va dire comme ça, refoulés, hein, de l'école. Pourquoi? Par manque d'infrastructures. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir tout ce monde qui vient frapper aux portes de l'école. C'est vrai qu'il y a eu des réformes, notamment la loi sur l'école obligatoire et l'école gratuite. Ça encore, la gratuité, il faut qu'on en parle. Parce que ce n'est pas une effectivité en tant que telle sur le terrain. Et les parents, les populations commencent à inscrire les enfants. Mais il faut qu'il y ait des accompagnements en termes d'infrastructures, en termes de personnel éducatif et tout ce qui peut accompagner. Au niveau du système éducatif, aujourd'hui, dans le classement, on va dire, PASEC, qui est le programme d'analyse des ministères de l'enseignement des pays de la francophonie, la Côte d'Ivoire n'occupe pas un rang reluisant. Les évaluations se font en mathématiques et en français. Et la Côte d'Ivoire est au bas de l'échelle. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, la Côte d'Ivoire était un modèle, une référence. Un pays dans lequel... Il y a une cassure quelque part. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Les nombreuses crises ont forcément eu des impacts sur les différents aspects. Et toujours au niveau de l'éducation, on a un problème, il y a un problème au niveau de la qualité même de l'enseignement qui est donné. C'est vrai que par rapport au personnel, l'État recrute, l'État forme pour le public, mais et pour le secteur privé. Quand on sait que l'État n'a pas les moyens de construire des infrastructures et faire appel à des ressources privées, à des personnes privées qui viennent, un temps soit peu, aider l'État à l'éducation des enfants. Ce recrutement de ce personnel se fait comment? Là aussi, c'est un problème. Alors, là, je vais m'adresser au secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez entendu. Et devant ces cas, comment est-ce que vous réagissez? Par exemple, vous, la Commission nationale des droits de l'homme. Vous interpellez juste... Oui, tout tient au statut de la Commission. C'est une institution nationale des droits de l'homme. Nous sommes, je dirais, un organe consultatif indépendant et autonome, et nous avons pour mission de conseiller le gouvernement. Je dirais que c'est la première articulation de notre mandat, conseiller le gouvernement. Mais conseiller le gouvernement, c'est porter à la connaissance du gouvernement la réalité des faits. Voilà. Et donc, nous faisons des études qui nous permettent d'avoir une compréhension, je dirais, globale d'une situation et de la porter à la connaissance du gouvernement et faire des recommandations afin que la situation change. Et donc, nous agissons dans ce sens-là. Nous interpellons le gouvernement. Nous interpellons le gouvernement à travers un certain nombre, et nous prenons à témoin l'opinion à travers un certain nombre d'actions comme les déclarations. Nous produisons, je dirais, des notes à l'attention de certains démembrements de l'État. Ça peut être des institutions, ça peut être des ministères, pour leur présenter la situation réelle aussi en termes de droits de l'homme. Et donc, nous agissons dans le sens de l'accompagnement de l'action gouvernementale. Nous avons, comme je l'ai dit, un statut particulier. Nous nous situons en quelque sorte entre l'État, donc le gouvernement, et les organisations de défense des droits de l'homme. Nous jouons un peu un rôle d'interface entre ces deux institutions. Et donc, peut-être que notre approche est un peu différente de celle des ONG, parce que les ONG sont des organismes qui sont privés, et donc qui se sont organisés, je dirais, sur la base d'un certain nombre de valeurs que ces membres partagent et qui agissent dans le sens de l'amélioration, je dirais, des politiques publiques en faveur des populations. Nous sommes un organe étatique. Nous sommes un organe étatique,
même si nous sommes adossés à ce qu'on appelle des principes de Paris, ce qui nous donne une légitimité internationale. Et donc, nous nous drapons de cette légitimité pour faire bouger les lignes dans le sens du respect de la dignité des personnes humaines. Comme tout à l'heure, vous avez entendu certaines personnes évoquer des difficultés. On a parlé sécurité, santé et éducation. Oui. Prenons juste l'exemple de l'école des non-voyants. Oui. Je crois que M. Dassansa sera mieux apte à nous expliquer cela. Lorsque des personnes vont à l'école jusqu'à classe de 3e et qu'on a les moyens pour être formés pour cela, et au-delà, on ne fait plus rien. Vous, Commission nationale des droits de l'homme, même les ONG qui sont là, qu'est-ce que vous faites? Nous avons fait une étude sur le secteur de l'éducation. Et nous avons fait le constat justement que il y avait des insuffisances qu'il fallait corriger. On a parlé tout à l'heure de la qualité de l'enseignement, mais nous partons d'abord des effectifs qui sont pléthoriques dans les classes. On a fait une étude dans le district d'Abidjan où on a pu établir que la moyenne dans les classes s'établissait autour de 60 élèves. 60 élèves, et qu'il se posait un problème d'infrastructure, il se posait un problème, je dirais, en termes quand je dis infrastructure, c'est-à-dire les salles de classe. Oui, oui. On ne disposait pas, je dirais, de possibilités de prise en charge médicale dans tous les établissements. Il se posait aussi un problème de matériel didactique qui était soit insuffisant, soit inadapté ou soit vétuste. Et donc, ce sont des problèmes que nous avons soulevés. Nous avons aussi soulevé la question des personnes, comme on l'a dit, des personnes handicapées, qui bénéficiaient, je dirais, d'un programme qui assurait la prise en charge éducative de ces personnes-là. Mais à travers, je dirais, l'éducation intégrée où des enseignants sont formés à dispenser des cours aussi bien à des personnes, je dirais, voyantes et à des personnes non-voyantes. Mais c'est un programme qui ne va pas au-delà de la 3e. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont bien souvent brillants et qui vont au-delà de ce premier cycle? C'est cette question que nous étions en train de nous poser. Monsieur Dassansa, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, qu'est-ce qui se passe de façon générale? D'abord, je voudrais dire qu'il y a véritablement un problème de droits de l'homme quand même au niveau du système éducationnel des personnes en situation de handicap. Vous avez vu d'entrée de jeu, j'ai dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré autant de traités, autant de législations spéciales, n'est-ce pas, pour accompagner les personnes, par exemple, en situation de handicap. Lorsque nous prenons, par exemple, les personnes handicapées ici en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que quand on prend, par exemple, les personnes non-voyantes, il n'y a que depuis peut-être environ 30 à 35 ans, l'Institut national des aveugles de Yopougon, où il faut quitter toutes les villes de Côte d'Ivoire pour venir fréquenter dans cet institut. Il a fallu qu'il y ait un second institut, mais quand on regarde les statistiques même des personnes handicapées de façon générale, qui avoisinent les 15 millions de personnes, c'est-à-dire 15% selon comme on appelle les estimations, je dirais, internationales, telles la Banque mondiale, l'OMS et tout, on se rend compte qu'il y a un bafouement des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que si on doit recruter, par exemple, 10 enfants non-voyants à l'école des aveugles, peut-être 10 enfants sourds à l'école des sourds, qu'en est-il quand on parle d'école pour tous en Côte d'Ivoire, quand on parle de l'école obligatoire et les enfants en situation de handicap? Qu'en est-il des enfants qui sont je dirais, des handicapés intellectuels? Qui s'en occupe? Qu'en est-il de tous ces enfants qui sont physiquement, je dirais par exemple, en situation de handicap, qui ont des problèmes d'accessibilité dans les classes même ordinaires? Vous voyez qu'il y a véritablement problème. L'INIPA, l'ISIS, pour parler des sourds et des aveugles, ne peut pas contenir les enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. C'est vrai, monsieur a parlé tout à l'heure de l'école inclusive. Pour dire, l'école inclusive, en fait, c'est une phase expérimentale si, je crois, si
communes, une dizaine de communes en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que véritablement il y a des véritables atteintes au plan éducationnel. Et comme nous allons continuer au plan sécuritaire et certainement au plan de la santé, vous allez voir que vraiment nous avons certainement des propositions à faire au plan diagnostic. Alors, disons un mot encore sur l'éducation nationale. Prenons un enfant non-voyant. Allez-y. Quel est son cursus jusqu'à ce qu'il sorte de l'école? OK. Moi, je voudrais... Où peut-il aller? Jusqu'où peut-il aller? Je voudrais d'abord vous dire que le petit non-voyant peut faire la maternelle, faire le cycle primaire, faire les mêmes établissements que tous les voyants, c'est-à-dire les écoles secondaires ordinaires, et ils sont une trentaine actuellement à l'université d'Abidjan, ils peuvent aller jusqu'à l'agrégation, c'est-à-dire faire des études normales. Tout simplement. En fait, la différence entre les valides et nous, c'est l'écriture, c'est tout. Rien que l'écriture. C'est-à-dire, c'est comme vous enseignez, par exemple, c'est pas en français, et un Chinois sait écrire en chinois, et que vous connaissez le chinois, il écrit en chinois. Moi, je connais l'écriture braille, je prends mes notes en écriture braille. Donc, en réalité, il ne devrait pas avoir de barrières. On devait tout simplement accompagner les personnes en situation de handicap. En fait, c'est le sens de ma question. Je crois que je vais la reformuler. Allez-y. Et si vos établissements sont équipés correctement jusqu'en troisième, à partir de la troisième, comment est-ce que les choses se passent de façon concrète dans la vie de tous les jours? Non, en fait, l'erreur qui est souvent faite et qui constitue les problèmes de droits de l'homme, c'est qu'à une époque, et ça a été comme ça dans la plupart des pays, on a toujours voulu garder les enfants, les ghettoiser dans un institut, où on dit ça c'est l'institut des sourds, l'institut des aveugles. Aujourd'hui, on parle d'école inclusive. C'est-à-dire que de la même manière que les enfants valides peuvent fréquenter, nous y allons jusqu'à l'université. Oui, mais la vocation de l'institut, excusez, la vocation de l'institut, ça ne se limite pas à la troisième. Ils accompagnent jusqu'à l'université. Alors, donc, votre grosse inquiétude, c'est à quel niveau? Notre inquiétude est due au fait que, par exemple, les enfants de l'intérieur, un peu partout en Côte d'Ivoire, n'ont pas accès à l'éducation. On parle d'école pour tous. Ils n'ont pas accès à l'éducation. Parce que vous prenez les non-voyants, ils ne peuvent pas tous venir à l'Institut des aveugles. Les sourds, ils ne peuvent pas venir à l'Institut des sourds. Maintenant, les autres centres spécialisés, tels que les centres des handicapés intellectuels, c'est des petits centres. Et tous ces enfants qui s'en occupent, ils sont des laissés pour compte. Or, selon même la Constitution, je crois à son article 32 et 33, il y a la protection, l'obligation de l'État de protéger les personnes en situation difficile, les personnes vulnérables, y compris les enfants handicapés. Très bien. Je comprends parfaitement. Monsieur Amadou Dongo, vous êtes interpellé en général quand c'est ainsi, vous, mouvement ivoirien des droits humains. Quand vous êtes interpellé, que vous avez ces éléments-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je pense que la réponse... Est-ce que comme les autres, vous vous contentez juste d'interpeller, de dire voici la réalité du terrain? Nous faisons ça, mais nous, on va au-delà, parce que les techniques de promotion et de protection des droits de l'homme prennent en compte les interpellations, mais ça prend aussi en compte l'accompagnement ou l'assistance, l'expertise, l'assistance, l'encadrement. Et donc, de ce point de vue-là, on a de très, très bons rapports avec certains départements ministériels à qui on apporte très souvent de la contribution, de la réflexion dans le cadre de l'adoption de telle ou telle mesure. Voilà, donc ce travail est fait. Mais c'est bon aussi de noter que le système de protection des droits de l'homme prend en compte ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Donc on parle de protection catégorielle, c'est-à-dire que nous avons des dispositions pour tout le monde. Et dans le tout le monde, on sort un certain nombre de personnes qui sont considérées comme n'ayant pas les aptitudes nécessaires pour revendiquer les droits au même titre que les autres. Et c'est dans ce groupe-là qu'on retrouve, par exemple, les personnes vivant en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants. Et on ajoute aussi à ce groupe
les femmes. Et donc pour ces groupes, il est fait obligation à l'État de prendre un certain nombre de mesures spécifiques, adaptées au contexte et à la situation de chaque groupe. Et ce sont généralement des mesures exceptionnelles pour faire en sorte qu'elles soient au même niveau et les mêmes droits, les mêmes chances que les personnes valides, les personnes qui peuvent se défendre elles-mêmes. Si on ne le fait pas, on viole le principe de l'égalité entre les êtres humains, entre les citoyens, que la déclaration proclame dans son article 1. Voilà, donc pour rejoindre un peu ce que M. Da a dit, l'État a l'obligation de prendre un certain nombre de mesures spéciales destinées aux personnes vivant en situation de handicap pour leur permettre à égalité avec les enfants valides pour l'éducation d'accéder vraiment à l'école. Et si cela n'est pas fait dans les règles et qu'un nombre important de ces enfants restent sur le bord de la route, cela constitue une violation grave des droits de l'homme. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a une certaine moyenne qui est atteinte quand même? Je pense que M. Da peut nous aider en termes de statistiques concernant ce groupe de personnes. Mais tel que décrit dans sa description, on se rend compte que ce qui est fait comme effort par le gouvernement est insuffisant. Est insuffisant aujourd'hui pour prendre en compte l'ensemble des personnes qui vivent dans ces situations. Et nous faisons aussi le constat nous-mêmes que les bâtiments publics, le transport public et autres, les édifices que nous avons ne sont pas adaptés vraiment à la situation des personnes vivant avec handicap. L'accès est difficile. Et il n'est pas rare d'aider telle ou telle personne même dans la rue ou pour accéder à un immeuble. Cela devrait pouvoir s'arrêter. Alors, quand je vous écoute, j'ai envie de dire que vous démontrez en même temps les limites de votre pouvoir, vous les ONG, oui. Vous avez pouvoir limité? Oui, nous n'avons pas de pouvoir de coercition. On ne peut pas obliger l'État à agir. Ce que nous faisons, c'est des recommandations, nous faisons des interpellations, nous apportons l'assistance quand l'État le demande. Mais on ne peut pas obliger l'État à aller dans tel ou tel sens. Alors, Madame Ayimou, pourquoi aujourd'hui a-t-on tant de mal à développer un esprit de défense et de respect des droits de l'homme? Parce que vous avez donné l'exemple de la femme, et tout de suite, M. Dat Sansa parlait des personnes en situation de handicap. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à intégrer cela dans nos pays? Bon, la difficulté se trouve même au niveau de la compréhension même de la terminologie, de la question des droits humains. C'est quoi les droits humains? Nous-mêmes qui sommes, on va dire, intellectuels, très souvent, on a du mal à appréhender cette terminologie et le contenu de la question des droits humains. À plus forte raison, une population qui est, on va dire, à plus de 40% analphabète. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal aussi à intégrer la question des droits humains dans nos habitudes. Et M. Dongo l'a souligné tout à l'heure, quelque part, on peut noter une question de volonté quand même, de volonté politique, on va dire. Quand on prend par exemple la question de la gouvernance locale, en ce qui concerne les femmes, la gouvernance en ce qui concerne les femmes, il y a des textes qui ont été ratifiés. Les conventions, la Côte d'Ivoire a ratifié tous les textes et toutes les conventions sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on note encore qu'il y a des discriminations. Il y a des mesures ou des actions que l'État peut poser sans demander grands moyens. Il suffit de prendre les tests, comme M. Hamon l'a signifié, mais cela ne se fait pas. Et en plus de ça, il y a des éléments, par exemple, dont la mise en œuvre nécessite des ressources financières, matérielles et intellectuelles. Quand on prend par exemple le volet de la santé. Aujourd'hui, au niveau mondial, la Côte d'Ivoire aussi n'occupe pas un rang reluisant. J'ai vu, avant de venir par ici, un classement qu'une revue britannique a eu à faire sur la question de la santé, a évalué le système sanitaire de 195 pays. Et la Côte d'Ivoire est dans les 20, en tout cas dans les 20 derniers, derrière le Bénin, le Burkina et le Togo. Parce qu'il y a des insuffisances, il y a
des difficultés au niveau de notre système sanitaire. Nous avons noté aussi, par rapport au rapport du ministère de la Santé, qu'en ce qui concerne les femmes, il y a environ un peu plus de 614 femmes qui meurent en couche pour des raisons d'insuffisance d'infrastructures ou de non-assistance, bien d'autres raisons qui aujourd'hui mettent en mal la question du droit à la santé des populations. Et donc, c'est la façon dont on appréhende la question des droits humains. Je l'ai dit, la question des droits humains met en évidence la question de la dignité. Et les droits interagissent entre eux. On ne peut pas mettre un accent particulier sur une catégorie de droits et puis négliger une autre catégorie. Tous les droits interagissent ensemble. Vous ne pouvez pas exister, on ne peut pas construire des hôpitaux pour vous pendant que vous n'existez pas juridiquement. Ce n'est pas possible. Et en Côte d'Ivoire, ça existe. Il y a des cas d'apatridie. Ce qui biaise un peu notre plan de développement, notre plan national de développement, puisque toutes ces personnes existent sur le territoire, mais ne sont pas prises en compte dans le programme national. C'est beaucoup plus des enfants. Oui, il y a beaucoup plus d'enfants. Lorsque vous parlez d'apatridie. Oui. Je pense que M. Hamon pourra donner des éléments. Puisque... Non, mais vous-même déjà avez des éléments. Oui. Vous-même avez déjà des éléments là-dessus. Oui. L'apatridie, pourquoi est-ce que ça vous préoccupe autant? Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que ce qui doit être fait n'est pas fait? Mais justement, je l'ai souligné, il y a beaucoup d'enfants. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons mené une action particulière sur cette question. Parce que nous avons recensé au niveau de la région d'Abangourou un peu plus de 3000 cas, 3000 enfants qui sont à l'école dans le circuit, mais qui n'ont pas d'extrait. Et ces enfants-là, quand ils arrivent au niveau de la classe de CM2 pour passer l'entrée en 6e, les enfants sont bloqués. Je pense qu'il y a 2 ans que le ministre a dû prendre un arrêté pour permettre aux enfants en classe d'examen de passer l'entrée en 6e sans avoir de documents administratifs. Et ça, c'est un problème sur lequel il faut se pencher parce que toutes ces personnes-là, on va dire, n'existent nulle part. Et ça, c'est un danger. Monsieur Dassensa, sur la question de l'apatridie, comment est-ce que vous vivez cela? On en a longuement parlé dans la presse, vous avez suivi. Bon, en fait, pour ce qui nous concerne, au niveau de nos structures, entendez par là les organisations des personnes handicapées. On a un projet très important dont le souci est de régler ce problème au niveau de la population des personnes en situation de handicap. Vous savez que le fait de ne pas avoir un extrait de naissance déjà vous découle de ce qui est formel. Voilà. Oui, c'est important. C'est-à-dire que vous n'avez pas de pièce, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez aucune pièce justificative. C'est comme si vous êtes errant. Et nous avons saisi la Banque mondiale récemment avec l'ONU et l'Office national d'identification. Et donc, on a appuyé d'œuvre avec un projet pour essayer de taire ce problème de personnes, soit ivoiriennes ou non ivoiriennes, qui soient sans pièces dans notre pays au niveau de la population des personnes handicapées. Voilà, de façon sectorielle, nous sommes en train donc de nous pencher sur cette question. Très bien. Alors, les textes, ce n'est pas ce qui fait défaut, selon ce que nous avons entendu. C'est le respect de ces textes-là qui pose problème. Hier, lors de la réception de son prix, le Nobel de la paix, le gynécologue congolais Denis Mukwege a dit cette histoire bouleversante que je vous invite à écouter. Il s'agit vraiment de faits qui choquent la conscience. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente
Adnise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavumu pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes? Où sont les autorités dans ces villages? À ma grande surprise, les villageois connaissaient le suspect. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en est tiré sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces 2 bébés ont été suivis de dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Une situation presque désespérée. Je vous vois calme sur ce plateau en train de suivre cela parce que c'est assez choquant, M. Oku-Legré. Les textes existent, mais l'impunité accompagne ces textes-là. Oui, ça pose la question de la responsabilité de nos États. Oui. On l'a dit tantôt, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui a 70 ans, mais c'est un texte qui reste d'actualité, qui ne porte aucune ride. Parce que c'est un texte qui, je dirais, qui porte des valeurs d'humanité, des valeurs de fraternité. Et on a le sentiment que de nombreux États n'ont rien compris, n'ont pas encore compris ce qui relevait de leurs obligations. C'est-à-dire protéger les populations dont ils ont la charge. Et il est déplorable que ce soit ceux-là même qui sont en charge de la protection des populations qui en soient les bourreaux. Et ce n'est pas un cas isolé, ce pays RDC. Parce qu'aujourd'hui, le viol est utilisé comme arme de guerre dans de nombreuses contrées. La guerre est l'occasion d'expérimenter, je dirais, toutes les pratiques qui nous font perdre de vue que nous sommes des humains. Parce que quand on parle de droits de l'homme, ce sont des droits qui nous sont conférés de par notre humanité, du simple fait que nous sommes des hommes. On est en droit de se demander aujourd'hui si ceux-là qui pratiquent ces viols-là, à grande échelle,
sont encore des hommes. Et je pense que vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, le plateau était tout silencieux parce que au XXIe siècle, qu'on nous retrace des faits d'une telle gravité, je dirais, dans un concert de nations qui sont censées être des nations civilisées, des peuples civilisés, je pense qu'on est en droit légitimement de désespérer des hommes ou bien de nos dirigeants. Et nous, c'est pourquoi, Dongo l'a dit tout à l'heure, défendre les droits de l'homme ne doit pas être, je dirais, exclusivement réservé à nos États et à nos gouvernants. Ils ont montré leurs limites. Il faut que chacun de nous s'implique dans la promotion, dans la protection, dans la défense des droits de l'homme. Il faut qu'on interagisse pour une meilleure protection des droits de l'homme. Il faut qu'on puisse transformer l'essai, je dirais, de la Déclaration des droits de l'homme en des points gagnants. Aujourd'hui, c'est déplorable, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que l'humanité vit qui a été décrit là. Et le problème, c'est que personne, tout le monde voit ce qui se passe en RDC et dans d'autres pays, mais personne ne réagit. Parce que ce qui prime, ce sont les intérêts de nos États. Il y a des graves crimes qui sont commis. Dans certains pays, des crimes peut-être moins graves sont portés au pinacle. Parce que ces États ne représentent pas, je dirais, d'intérêt géostratégique et d'intérêt économique. Et donc, on estime que ces populations peuvent être sacrifiées. Mais quand il s'agit d'États comme la RDC, qui sont, je dirais, des scandales géologiques, et où chacun trouve son compte, mais on ménage les dirigeants, parce qu'il faut ménager aussi ses intérêts. Et tant qu'on sera dans cet état d'esprit, mais les déclarations de bonnes intentions qui sont portées par la Déclaration des droits de l'homme, les conventions qu'on aura ratifiées, les pactes qu'on aura ratifiés, je pense qu'on l'aura fait juste pour plaire, pour amuser la galerie ou bien pour plaire, je dirais, à une certaine communauté internationale. Madame, il y a de quoi désespérer lorsque on écoute ce gynécologue, le Nobel de la paix. C'est une situation trop forte qui a été décrite. Il faut courageusement pouvoir regarder cela et puis en parler. On se rend compte que les femmes et les enfants sont de grosses victimes de nos crises. Oui, c'est pour cela que c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de tout un chacun. Ce que nous venons d'entendre, nous l'avons vécu en Côte d'Ivoire, c'est le Congo. Mais la Côte d'Ivoire l'a vécu. Chaque jour, nous recevons des victimes des différentes crises qui racontent un peu leur histoire, qui racontent l'histoire de leurs parents. Ce n'est pas différent de ce que le gynécologue vient de raconter. C'est pour cela que nous devons conjuguer nos efforts pour, on va dire, créer la cohésion sociale et maintenir cette cohésion sociale. Et c'est vrai, on a salué la loi sur l'amnistie, mais pendant qu'on salue la loi sur l'amnistie, toutes ces victimes des crises qui ont subi des atrocités, qu'est-ce qu'on fait de leurs droits? Ça aussi, c'est la question. Et on va dire que, d'une certaine façon, ça encourage l'impunité. Puisque les victimes sont là, voient leurs bourreaux qui sont dans les mêmes localités qu'elles, mais qui ne se sentent même pas gênés et qui se promènent librement pendant que ces victimes souffrent encore dans leur chair. Et ça, c'est une question qui favorise l'impunité. Et c'est pour cela que chaque Ivoirien, quel que soit, on va dire, son niveau de responsabilité, doit pouvoir s'engager dans la question de la recherche de la quiétude, la question de la recherche de la paix, la question de la recherche de la cohésion sociale au niveau de notre pays. Nous avons vécu la guerre, on peut le dire, nous avons vécu la guerre.
et toutes ses conséquences. Et ceux qui ont payé le lourd tribut, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et notre organisation particulièrement a été créée au lendemain de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue. Parce que nous avons vu des femmes, nous avons vu des enfants vivre ce type d'atrocité. Alors, Amon Dongo, tout de même, il faut qu'on puisse avancer. Oui. Amnesty, mais que peut-on faire d'autre? Je pense que c'est une question importante parce que le problème qui se pose, c'est comment allier deux réalités différentes, droit à la justice, paix et réconciliation. Et nous, notre position, elle est sans équivoque. On pense qu'on doit bâtir notre paix, la paix dans notre pays, une paix durable sur la base de la justice. Au cœur de la promotion de la paix, on doit inscrire la justice. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde notre histoire récente, en 2003, il y a eu une première ordonnance d'amnistie. En 2007, il y a eu une autre ordonnance d'amnistie. Mais ça n'a pas empêché 2010 et 2011. Et en 2018, nous avons une autre ordonnance. Rien ne nous dit que les objectifs poursuivis en prenant cette ordonnance seront atteints. Et nous sommes en droit de penser que nous sommes en train de construire une paix qui n'est pas vraiment durable et qui peut s'ébranler à tout moment. Mais alors, c'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui. Quelle solution doit-on inventer en plus de tout cela? Parce que vous comprenez bien qu'à partir d'un moment, il faut pouvoir avancer. Ça s'appelle le pardon, ça s'appelle la réconciliation, on peut l'appeler comme on veut, mais à partir d'un moment, il faut pouvoir avancer. Oui, et il faut avancer parce que la justice peut prendre plusieurs formes. La justice pénale ou les procédures judiciaires pénales amènent les gens en prison et c'est là que l'amnistie a joué. Mais on peut trouver d'autres mécanismes pour mettre en avant la responsabilité de ceux qui ont commis les crimes. Parce que l'idée, c'est que il faut que la violation qui a été perpétrée soit sanctionnée, parce que c'est le sens même de la loi. La loi est obligatoire, donc elle a sorti des sanctions. S'il y a une violation, ça doit déboucher sur une sanction. La sanction peut prendre une forme ou une autre. Donc si on prend une amnistie qui empêche les bourreaux présumés d'aller en prison, il faut prendre d'autres mesures pour les amener à reconnaître leurs responsabilités et amener l'État certainement aussi à assumer. Parce que finalement, c'est lui qui poursuit. S'il renonce aux poursuites, il faut qu'il assume. Donc l'État doit pouvoir assumer. Mais dans tous les cas, il ne faut pas banaliser le crime. Et ici, ce qui se passe au Congo, c'est ce qui s'est passé ici, c'est la banalisation du crime, la banalisation de la violation des droits de l'homme. Et ça doit vraiment pouvoir s'arrêter. Alors, M. Dassansa, si aujourd'hui les crimes doivent être vraiment poursuivis comme il faut, personne n'est contre cela, en même temps on parle d'amnistie, je ne sais pas comment il faut marier ces deux-là pour que la réconciliation puisse être faite sans que personne n'ait mal. Je crois qu'à votre question, il faut se poser certainement un certain nombre de questions. Je suppose que dans les États où les chefs d'État prennent par exemple des décisions d'amnistie pour libérer des prisonniers de crimes, je dirais, importants, sous-entend qu'il y a des consultations, c'est-à-dire auprès des victimes ou bien alors des organisations des victimes. Si tel n'est pas le cas, ce qui sous-entend que d'abord il y a injustice, puisqu'il n'y a pas eu une coordination, je vais dire des rapprochements par exemple pour échanger avec les victimes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont absolument victimes des crimes sans qu'ils puissent bénéficier, je dirais, de leurs droits, de la justice et tout. Donc par conséquent, moi j'estime que logiquement, la justice devait faire son cours normal jusqu'au bout. Et puis bon, quant aux consultations, c'est-à-dire si les victimes veulent pardonner, parce qu'il faut avoir cette priorité-là en tête. Si quelqu'un est victime d'une injustice, que celui qui a commis le crime est arrêté, qu'il part en prison, que par devers lui, une décision politique est prise pour le mettre, je dirais, face à son bourreau, c'est-à-dire en liberté, il est évident qu'il y aura des frustrations. Donc, ce qui sous-entend que les institutions telles que les médiatures et la médiature en général devaient logiquement, je dirais, pas s'interférer, mais mener des activités de conciliation des esprits.
Parce que si je comprends bien, c'est l'institution intermédiaire entre, je dirais, l'espace judiciaire et les victimes. C'est-à-dire là-bas, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de négociation, hein, de conciliation. Je veux dire que c'est une institution en place qui peut amener peut-être les victimes à comprendre avant l'amnistie. Sinon, ce serait dommage que vous soyez victime d'une situation et que du jour au lendemain, vous voyez celui qui vous aurait causé des crimes être ambulant en train de se promener libre. D'accord. Voilà. Monsieur Okou-Légré, quelle contrepartie, j'ai envie de dire, quelle réparation peut-on faire aujourd'hui pour que ceux qu'on considère comme bourreaux, ceux qu'on considère comme victimes, que tout le monde puisse parler le même langage, se pardonner, se réconcilier? Oui. Avant d'y arriver, je voudrais aller dans le sens de Dongo qui a dit qu'on ne saurait construire la paix, une paix durable, en faisant l'impasse sur les procédures judiciaires. Et je pense qu'il y a des exemples de pays qui ont voulu ruser avec la justice. Ils se sont retrouvés devant des crises extrêmement graves. Si je prends le cas, par exemple, d'un pays comme le Rwanda, qui a connu je dirais, une crise dans les années 58. De nombreux Rwandais se sont retrouvés éparpillés dans la sous-région des lacs. Et ce problème n'a pas été réglé. Mais 35 ans plus tard, je vous dis 35 ans plus tard, cette même crise, je dirais en grandeur, je dirais amplifiée, nous a conduit à un génocide. Mais quand on interroge les acteurs de cette crise, ils font remonter l'opinion jusqu'en 1958. Parce que le problème n'a pas été réglé. Parce qu'on a voulu ruser, il a été mal réglé. Et donc, quand on dit qu'il faut aller à la justice et il faut épuiser les procédures, on n'est pas contre la paix. C'est parce qu'on tire les leçons de ce qui est arrivé dans d'autres pays. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des crimes les plus abominables. Mais vous constatez que jusqu'à aujourd'hui, on continue de poursuivre des bourreaux. Parce que c'est ça qui rassure, c'est ça qui apaise les victimes. Parce qu'en fait, quand on engage une procédure, ce n'est pas tant condamner quelqu'un qui importe, mais c'est de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer les leçons. Et je pense que dans ce sens, on a envisagé un mécanisme qui je dirais, un peu transversal, qu'on a appelé la justice transitionnelle, qui donne la possibilité de comprendre ce qui s'est passé, donne la possibilité de réparer les torts qui ont été causés aux uns et les autres, et puis donne la possibilité, je dirais, de créer les conditions de non-répétition de ce qui a conduit à cette crise-là. Et donc, dans ce sens, les réparations sont essentielles, mais il faut qu'on s'accorde sur la définition de victime. Si on n'a pas la bonne compréhension, on n'a pas une compréhension, je dirais, consensuelle de victime, il y a encore problème. Parce qu'une victime qui n'est pas prise en compte dans un processus de réparation, elle est doublement, je dirais, victimisée ou bien doublement impactée. Et donc, il y a ce problème-là. Quand on dit réparation, la réparation peut être psychologique, tout simplement. Le fait qu'on reconnaisse que vous êtes victime, ça vous libère, ça vous apaise. Il y a des réparations qui sont plutôt sociales. Vous voyez, des gens qui ont tout perdu et qu'on essaie de réinsérer dans la société. Des gens qui étaient des personnes d'un certain niveau et puis qui se retrouvent appauvris. Des personnes qui avaient des moyens de scolariser leurs enfants, dont les enfants se retrouvent aujourd'hui à la rue. Comment reconstruire leur vie? C'est une forme de réparation. Ce n'est pas tant les réparations pécuniaires, l'argent qu'on distribue qui compte, mais ces gens-là, il faut les rétablir dans leur dignité. Je pense que c'est important. C'est important qu'on aille jusqu'au bout. Bon, c'est vrai que pour ce qui est de notre pays, l'amnistie a été prise. Apparemment, dans l'opinion,
tout le monde est content de ce qu'on en soit arrivé là. Mais nous, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des poches de résistance. Et que ces personnes-là, de génération en génération, entretiennent ces récriminations. Et qu'un jour, selon un contexte où le rapport de force s'inverse, ces personnes-là aient envie de se venger. Alors, donc le travail doit être fait justement sur ces poches de résistance, comme vous l'avez dit, c'est cela. Il faut les convaincre, il faut les sensibiliser, il faut leur parler. C'est ça le problème. Oui, allez-y. Il ne faut pas surtout qu'on ait l'impression qu'il y a une catégorie de personnes considérées comme bourreaux qui sont protégées alors que d'autres, je dirais, sont victimisés. Allez-y, Dassanza, et puis... En fait, il a dit des choses très importantes. Tout à l'heure, je parlais de médiation, ce qui sous-entend qu'il y a une question de relations, évidemment, entre la victime et, je dirais, celui qui serait coupable, entre le coupable et la victime. Et s'il y a une conciliation qui est faite, déjà, c'est d'ordre préventif. Parce qu'il a dit l'histoire, par exemple, du Rwanda, qui date des années 58, jusqu'à ce que ça rebondisse dans les années 80. Ben, il est évident que vous allez vous rendre compte que la plupart de ces scènes horribles qu'on voit partent souvent des problèmes d'injustice, de frustration, et puis bon, ça finit par un jour s'éclater. Or, si dès l'origine, des conciliations sont clairement faites, des échanges, je crois que le cœur, logiquement, devrait s'apaiser. Et l'Afrique, je crois que Soulab Apalab a souvent réglé ce genre de problèmes, et la conciliation est très importante. D'accord. Oui, M. Fofana, je voulais dire que pour ces crises que nous avons connues, si vous voyez le profil des différents acteurs, vous allez vous rendre compte qu'on est passé en règle générale de victime à bourreau, de bourreau à victime, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est la victime d'hier qui n'est pas satisfaite, frustrée, et qui, lorsque les rapports de force ont changé, et qui devient le perpétrateur et le criminel. Donc une raison pour dire que c'est vraiment une position, je pourrais dire, des principes importantes. Il ne faut pas faire, la paix en sacrifiant vraiment le droit à la justice aux différentes victimes. On l'a dit, l'État peut renoncer à poursuivre parce que c'est son pouvoir de poursuivre. Il peut renoncer à ce droit dans le cadre de l'amnistie, mais il faut forcément créer un autre mécanisme qui permette aux personnes qui ont perpétré ces faits vraiment de répondre de leurs actes et pour que les victimes sachent la vérité, parce que ça aussi c'est un autre droit qui est rattaché au droit à la justice, sachent ce qui leur est arrivé pour pouvoir en faire le deuil. Et aussi que la nation puisse en faire comment on peut appeler ça, une mémoire, instituer une sorte de mémoire collective, pour ne pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle les théories ou les thèses négationnistes. Si la vérité n'est pas sûre, des gens peuvent se lever un jour et nier complètement ce qui nous est arrivé. Et je crois que c'est cet exemple du Rwanda et d'autres pays. Et donc il faut vraiment que ce travail soit fait et que les victimes soient mises au cœur du processus. L'État abandonne les poursuites pénales, mais l'État doit assumer en apportant une sorte de contrepartie, je pense, aux victimes, en leur permettant de savoir ce qui s'est passé. Et je pense que sur la crise, beaucoup a été fait, les différentes commissions ont travaillé. Voilà, mettre à la disposition peut-être ces informations à des victimes qui veulent légitimement savoir ce qui leur est arrivé. Il faut que ce soit fait. L'autre point, c'est la réparation, on l'a évoqué. Nous, notre position vis-à-vis de ce processus, en lien avec le travail que nous faisons avec les associations de victimes, nous montre que ce n'est pas un processus qui est suffisamment ouvert, inclusif, transparent, et ce n'est pas un processus qui donne satisfaction aux victimes que nous avons rencontrées. Expliquez-nous davantage. Oui, et le processus n'est pas ouvert, il n'est pas transparent parce que nous avons demandé que les listes des victimes indemnisées ou à indemniser soient diffusées et que les personnes qui peut-être ont
une erreur dans le nom ou qui ne figure pas sur les personnes recensées comme victimes puissent avoir la possibilité de faire un contentieux pour revenir sur la liste des victimes. Il est clair, dans ces grands processus faits par la CDV, la CONARIV et les associations de victimes, il y aura forcément des omis, il y aura forcément des personnes avec des noms, des erreurs matérielles. Et si on ne met pas à disposition de ces personnes la liste, comment elles peuvent vérifier cela? On nous pose des problèmes éthiques et de sécurité. Bien sûr, on peut diffuser aujourd'hui avec les technologies, on peut faire une sorte de diffusion en prenant des garanties, de sorte que la liste ne soit pas à la disposition, mais qu'on rentre un nom, une date de naissance, quelque chose pour vérifier que nous sommes sur cette liste-là. Ça, ce n'est pas fait. Et le ministère, le département qui s'en occupe, octroie des montants, le montant de 1 million pour des ayants droit de personnes décédées. Vous aurez préféré que les choses se passent autrement? Nous aurons souhaité que les choses se passent autrement parce que le montant qui leur est proposé, nous ne savons pas sur quelle base ça a été calculé. Et nous pensons qu'il est assez dérisoire par rapport aux vies des personnes arrachées. Et que... Oui, naturellement, M. Amandongo, c'est un montant d'argent, j'ai envie de dire, pour ne pas faire revenir quelqu'un à la vie, mais tout de même, pour soutenir les familles, ça... Oui, nous sommes d'accord avec vous. On ne peut pas ressusciter avec de l'argent quelqu'un qui est décédé il y a de cela des années. Mais nous pensons que généralement, les décès ont rendu les ayants droit, donc les personnes à qui on remet l'argent, les ont rendus vulnérables. Parce qu'en règle générale, celui qui est décédé, c'était l'époux ou c'était le père qui s'occupait vraiment de tout le monde ou qui était le fonctionnaire ou chose, et qui est parti. Donc il faut repenser le mode d'indemnisation ou de réparation pour qu'on ait un système qui permettent à ces ayants droit de sortir de la vulnérabilité. Voilà. Donc, en donnant d'un trait ce montant dérisoire, on règle les problèmes sur 1 mois, sur 2 mois, et le reste, la scolarisation des enfants, ou la vie même de la veuve, qu'est-ce qu'on en fait? Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de traiter ces questions, surtout que l'État a décidé de renoncer aux poursuites. En tout cas, vos propositions sur ce plateau seront certainement entendues. Alors, Madame Ayemou, aujourd'hui, quand vous regardez vraiment la situation, vous dites que la justice doit aller jusqu'au bout afin que les problèmes puissent être réglés, qu'il ne faut pas qu'on s'arrête chemin faisant. Même l'amnistie, vous faites un commentaire là-dessus? Oui, tout à l'heure, M. Légré a parlé de la question de la justice transitionnelle. Et M. Hamon a abordé aussi la question le fait que l'État a la capacité de poursuivre et de renoncer. Et d'utiliser aussi d'autres mécanismes pour rendre, on va dire en quelque sorte, justice aux victimes. Au niveau, par exemple, de la justice transitionnelle, quand on parle, par rapport à l'indemnisation des victimes, on parle de transparence. La transparence se situe à quel niveau? Vous l'avez même évoqué tout à l'heure, quand vous posiez la question, mais qui est victime? On ne sait pas. La victime, c'est qui? Ce n'est pas défini. Et l'erreur, très souvent, qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est de trouver des solutions pour un groupe de personnes sans les impliquer. Nous avons, en son temps, travaillé au sein d'une coalition des organisations de la société civile sur cette question. Et nous avons dit qu'il était important qu'on ne puisse pas traiter cette question de réparation à la volée. Il faut faire asseoir les victimes, puisque les victimes sont organisées, il y a des organisations de victimes. Il faut les faire asseoir, les écouter, les entendre faire des propositions sur la question de la réparation. Et nous avons même rencontré des spécificités des femmes, les hommes, les jeunes, pour voir un peu les préoccupations de chaque groupe. Et nous avons combiné ça en un projet de loi que nous avons proposé au ministère en charge des victimes. Mais cela n'a pas été fait. Et dans cette proposition, on a abordé la question de la définition même de la victime. Qui est-ce qu'on doit considérer comme victime? Et la question de la réparation. Quel type de réparation il faut apporter? Pour quel type de personnes? Pour quelle catégorie de personnes? Par exemple, il a parlé des veuves. La personne qui est décédée au cours de la guerre, généralement l'homme qui est l'époux,
constitue la source de revenus de toute la famille, que ce soit la famille nucléaire comme la grande famille. Et donc, on ne va pas faire cette réparation comme on le fait comme ça. Il faut bien penser, trouver des moyens, des mécanismes qui soient, on va dire, pérennes dans le temps. Il y a des enfants à bas âge qui vont à l'école. Quand on donne 1 million à la veuve, par exemple, il faut voir derrière elle toute la famille. Les 1 million, elle n'arrive même pas à la maison. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui restent? En tout cas, vous posez beaucoup de questions qui nous donneront l'occasion certainement de faire une émission sur la réconciliation nationale de façon générale. Nous continuons pour les 10 dernières minutes. Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, éducation, santé, sécurité, les populations s'épanouissent-elles vraiment? C'est la question que nous nous sommes posée face à certaines attitudes et certains comportements. Est-ce que les droits les plus évidents ne sont pas bafoués? Alors, Chris Diomandé, Joël Diallo et Flora Balogueï répondent à la question. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une source d'inspiration pour promouvoir les droits humains, tel est l'exercice auquel se prêtent au quotidien individus et États pour le respect de la dignité humaine et de leurs droits égaux, fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Des intentions qui doivent se décliner en actes. Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les volets éducation, santé et sécurité font l'objet d'une préoccupation particulière. Côté éducation, un rapport de la Banque mondiale intitulé « Réformer son système éducatif » de mars 2017 relève les efforts consentis par l'État ivoirien qui, depuis 2015, consacre environ le quart de son budget à ce secteur, ce qui l'a placé parmi les premiers sur le continent africain en 2016. Cependant, les performances du système éducatif restent insuffisantes pour bon nombre d'Ivoiriens. La Constitution ivoirienne garantit l'accès pour tous à l'éducation nationale, mais sur le terrain, ce droit n'est pas du tout respecté. Et cet accès doit être obligatoire et doit être gratuit. Il faut, bien entendu, construire encore des écoles de proximité. Il faut aussi recruter des enseignants pour que ce soit aussi une éducation de qualité. À la rentrée, le gouvernement distribue des kits pour les enfants. Mais il faut demander au gouvernement de faire encore plus d'efforts, augmenter le budget pour que le gouvernement puisse prendre beaucoup plus de personnes en charge. Créer beaucoup d'écoles techniques, professionnelles, pour que ces enfants-là, dès qu'ils savent lire, on les envoie pour les former pour des métiers qui peuvent leur apporter quelque chose. Au chapitre de la santé, des plans d'action déclinés en mesures opérationnelles prévoient la construction et l'équipement de nouveaux établissements en lien avec la carte sanitaire, la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments et aux vaccins, le soutien à la mesure de gratuité ciblée des soins. Quel constat? On nous donne des ordonnances tous les jours pour qu'on envoie les médicaments. Le lendemain, ces médicaments se retrouvent dehors. Souvent même, ils confondent celui à qui ils ont prescrit le médicament. Ils viennent revendre ces médicaments-là à ces mêmes personnes. Je tombais des nues. L'État fait ce qu'il a fait. La conscience humaine qui devait être la première garantie pour le respect des droits de l'homme n'existe pas chez tous les citoyens. Moi, mon père était malade. Il était dans un cas très critique. On l'envoie à l'hôpital et ils disent quoi? Tant qu'on ne donne pas l'argent, ils ne vont pas envoyer le vieux à l'urgence. Après, j'ai couru encore pour revenir à la maison, prendre de l'argent pour aller donner avant qu'il envoie le vieux à l'urgence. Et voilà un autre cas encore que j'ai vu. Il y a une dame qui a envoyé sa petite fille qui était très souffrante. Ils disent qu'il n'y a pas de place. La dame dit, elle va mettre le pagne par terre, va déposer son enfant et ils vont soigner son enfant. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas. Le monsieur dit, mais ma fille de 7 ans est en train de mourir devant moi, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pas normal. Lorsqu'on voit un malade et qu'on a été formé pour cela, on doit avoir de la compassion. Les droits de l'homme commencent par là. À l'heure où la Côte d'Ivoire assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, la priorité est accordée au maintien de la paix et à la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le séminaire gouvernemental pour l'adoption du plan d'action prioritaire 2017-2020 d'avril 2017 donnait entre autres orientations au titre de la défense, de la sécurité et de l'état de droit, la mise en œuvre de la loi de programmation de la sécurité intérieure à travers le renforcement opérationnel des services de police, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, la mise en place et la promotion d'une politique de protection judiciaire des femmes. Au niveau de la sécurité, je peux dire aujourd'hui, on vit un peu mieux parce que tu peux marcher sans retourner regarder derrière. Mais il y a encore quelque chose à faire. Le problème se trouve dans les commissariats et sur les routes. Dans les commissariats, franchement, j'aimerais que nos forces de l'ordre écoutent la population. Même quand
quelqu'un vient se plaindre, il n'a pas forcément raison. Écoutez celui contre qui la plainte a été posée. On l'écoute. Mais on ne le menace pas parce qu'il a été convoqué. Il faut l'écouter. Maintenant, sur les routes, l'État nous demande de chercher un certain nombre de dossiers pour nos véhicules. Mais on a tous ces dossiers, on prend, on met de côté, on nous dit que non, on a fini de faire l'école, on n'est pas là pour regarder des papiers, et qu'il faut tendre la main, il faut donner de l'argent. Mais pourquoi on cherche les papiers? Oh, ces hommes de la sécurité, en principe, ils doivent être des hommes intègres. Les droits de l'homme restent un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Leur promotion, leur protection et leur réalisation constituent l'essence d'une cohésion sociale. Monsieur Das, c'est presque une colère. Hein. On a parlé éducation, on a parlé santé, mais là, on parle de sécurité avec beaucoup de colère. C'est-à-dire, à la lecture de ce qui précède, ce que je viens de constater, c'est un ensemble de sommes de frustration et d'injustice. Je crois que quelque part, c'est là aussi qu'il faut réfléchir sur la politique de la corruption qui parfois est démise. Et vous voyez, le dernier interlocuteur disait, même quand on a tous les papiers, c'est comme si ça ne servait à rien. Bon, pour extrapoler un peu, pour aller au plan sécuritaire, par exemple, puisque moi je suis ici quand même, je voudrais quand même parler un peu des personnes en situation de handicap. Il faut dire qu'ils sont aussi victimes de plein de situations. Le temps ne nous a pas permis d'aborder un certain nombre de questions les concernant, mais j'avoue que au niveau, par exemple, des histoires de viol, comment on appelle, le fait que bon, ils ne sont pas des personnes totalement assises et fortes et tout, autant d'injustices sont faites sur eux. Et vous savez, concernant les femmes, par exemple, c'est difficile d'aller souvent s'exposer, ils n'ont pas le courage d'en parler. Et en matière de sécurité, vous avez constaté récemment qu'on a arrêté quelqu'un, par exemple, à l'Institut des aveugles qui a violé. Il y a des cas comme ça. Et toujours en matière de sécurité, je prends le cas des albinos. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ils sont souvent victimes de plein de déviations, de délits qui ne sont pas justes. On n'hésite pas parfois à couper les chevelures quand on n'a pas fait vraiment, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc autant d'injustices, de violations des droits de l'homme, vraiment autour des personnes handicapées. Voilà. Et Madame Ayemou, vous avez aussi entendu, hein, il y a certainement quelque chose qui vous a frappé ici dans ce reportage. Oui, la question de la santé. La question de la santé. La question de la santé qui est effectivement une réalité dans nos hôpitaux. Quand tu n'as pas l'argent, c'est difficile de se faire soigner. Et on voit des personnes, parce que n'ayant pas les ressources qu'on demande, ne sont pas assistées. Alors que, normalement, pour des services publics, c'est de la responsabilité de ces agents de l'État, que l'État paye avec l'argent des contribuables. C'est de leur responsabilité de s'occuper de tous ceux qui viennent dans les hôpitaux. Et même quand vous y allez, le plateau technique même n'est pas adapté. Et ça, c'est un problème pour lequel la Côte d'Ivoire a été aussi classée au rang des pays qui ont un plateau technique en termes de santé qui n'est pas vraiment à la hauteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du classement, sur 195 pays, la Côte d'Ivoire fait partie des 20 derniers pays. Et ça, ce n'est pas un rang qui honore notre pays. Quand on sait que les autorités se battent pour rehausser l'image de notre pays au niveau international, il faut qu'ils regardent aussi dans ce secteur. Il y a encore du travail à faire. Monsieur Okou Léguéri, on a parlé sécurité tout à l'heure. Oui. Et vous êtes resté silencieux sur la... Ce que je peux dire, c'est que quand on nous demande souvent de présenter la situation des droits de l'homme dans notre pays, à notre sens, il s'agit de faire une évaluation des politiques publiques dans les différents domaines. Est-ce que ces politiques sont pertinentes? Est-ce que ces politiques sont efficaces? Est-ce que ces politiques impactent positivement les populations? Parce qu'on a entendu les populations, et elles ne semblent pas être satisfaites. Donc, il se pose un problème. De gros investissements sont faits dans notre pays. Je pense que les efforts, et il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui est fait. Mais ça ne fait pas suffisamment bouger les lignes. La question qu'on peut se poser, est-ce que
les populations sont suffisamment associées aux politiques, à la priorisation des politiques? C'est ça la question. Parce que pour que les gens, en dépit de tous les efforts qui sont faits, ne semblent pas être satisfaits, il y a un problème. La question de la sécurité. Il y a les enfants en rupture sociale qu'on appelle souvent les enfants microbes. Oui. C'est une question qui est récurrente depuis des années. Mais on ne lui trouve pas de solution. L'État a mis en place un comité multisectoriel pour traiter de la question, je dirais pour l'appréhender dans toutes ses dimensions, pour la traiter à la racine. Il y a eu les opérations Terré, les opérations Épervier 1 et Épervier 2. Ce sont des approches qui sont sécuritaires, mais ça ne donne rien. Donc ça pose la question de l'efficacité. Il y a la question des coupeurs de route. Mais cette question, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, l'état des routes qui ralentit les cars, des opérateurs économiques qui sont attaqués, et les forces de l'ordre qui se plaignent de ce qu'elles ne disposent pas de suffisamment de moyens et qu'elles se retrouvent... Ça fait beaucoup à la fois. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc ce sont des questions qu'il faut adresser de façon, je dirais, peut-être plus accentuée, et puis bon, peut-être que les populations y trouveront leur compte. Abondongo, pour terminer. Oui, M. Fara, moi, sur les questions de sécurité, je voudrais attirer notre attention sur un phénomène, sur la voie publique que nous avons. Et c'est le phénomène de ces Nyambro et syndicats et consorts qui sont chaque fois en conflit. Ils créent des gares anarchiques, ils sont en conflit avec les chauffeurs, avec généralement la complicité de la police et de certaines autorités municipales. Et ce phénomène qui a commencé dans certains quartiers est arrivé même à Cocody, qui est la vitrine. Les chauffeurs font l'objet de violences, les passagers, nous-mêmes, vous qui empruntez souvent les Aurores et autres, on est souvent victimes de ces jeunes gens. Et nous, au niveau de notre organisation, on a inscrit cela en priorité. Et nous essayons d'aider. C'est une priorité pour tout le monde. Voilà. Malheureusement, il est déjà l'heure pour nous. Nous allons continuer les jours qui arrivent. Merci à vous, M. Abondongo. Merci à vous, Mme Chantal Aïmou. À vous aussi, merci M. Dassansa et M. Oku Legré. C'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI 1.